en tout cas. Et cette question a encore été sur la sellette cette semaine avec l'affaire Glencore, avec notamment ce communiqué de la Société nationale des hydrocarbures à l'occasion de l'ouverture, n'est-ce pas, au tribunal de Westminster de cette audience en rapport avec cette situation. Un communiqué de l'administrateur directeur général signé à Yaoundé le 10 septembre 2024 indique que l'audience est ouverte au tribunal de Westminster et celui-ci s'est déclaré incompétent au regard de la gravité des charges. Il a renvoyé l'affaire devant la South Crown Court et prononcé la liberté sous caution des 6 prévenus en attendant la prochaine audience qui se tiendra le 8 octobre prochain. Alors, l'administrateur directeur général de la SNH précise également, et c'est important de le mentionner, dit, c'est lieu de rappeler que la SNH avait saisi Glencore le 30 mai 2022 dès l'éclatement de cette affaire, puis le 5 juin 2023, après la condamnation de Glencore le 3 novembre 2022, pour qu'elle lui communique les noms des agents de la SNH qui seraient mêlés à cette affaire. Mais Glencore avait opposé un refus à cette requête prétextant une clause d'anonymat. Et l'administrateur directeur général conclut en indiquant qu'en tout état de cause, la SNH reste dans l'attente de son audition par le tribunal criminel spécial suite à sa plainte déposée le 6 novembre 2023 avec l'espoir que toutes les personnes impliquées dans ces crimes économiques seront démasquées et punies conformément au code pénal camerounais. Alors lorsqu'on parcourt ce texte, Maître Augustin Gueffard, on peut y voir la bonne foi de la SNH qui, de toute évidence, voudrait que la vérité éclate et que les personnes qui sont impliquées de près ou de loin et appartenant à la SNH puissent rendre gorge. Mais ce n'est pas l'avis de Maître Akere Mouna qui pense que ces sorties de la SNH, c'est de l'esbrouf. Quelle est votre position dans la compréhension de cette affaire? Ma position, avant de l'expliquer, je vais revenir sur ce que vous avez introduit. L'audit commandé par le président de la République pour trouver toutes les solutions ou bien les grandes solutions sur ce que vit le Grand Nord. Duval, moi, je suis un peu dérangé quand je constate que 42 ans après, le RDPC envoie des communicants pour venir distraire nos frères du Grand Nord. Le Grand Nord n'est pas une zone naturellement sinistrée, auquel cas on aurait déjà pris une loi pour décréter. C'est-à-dire, le Grand Nord, c'est une zone vivable, normale, que la bonne gouvernance recommanderait que tout soit programmé, tout soit anticipé, parce que gouverner, c'est prévoir. Figurez-vous que aujourd'hui, on est appelé à demander à l'élite de ce coin de se mobiliser pour trouver quelques subsides à ceux qui ont vu les maisons noyées, comme quoi on dirait l'eau s'est étendue au Tchad, au Nigeria. Non. Alors, je m'en vais vous rappeler qu'à la suite de la catastrophe du lac Nyos, l'État n'avait pas une caisse spéciale dans laquelle puiser les deniers pour régler le problème. Pour réagir et pour juguler, l'État a créé ce que nous appelons aujourd'hui les lignes 65, ligne 94 et ligne 95. Pour régler les catastrophes, c'est-à-dire l'imprévu. C'est faux. Qu'on parlerait. Je vous dis que c'est faux. Je vous arrête là. Est-ce que vous pouvez le stopper? Mais c'est faux ce que vous dites. Ce n'est pas pour ça. Vous n'en avez même pas encore bénéficié. Je sais ce que c'est que la 94. Donc il ne faut pas venir raconter aux téléspectateurs. Il y a plusieurs lignes. Il y a plusieurs lignes. S'il vous plaît. Ce qu'il dit est déjà faux. S'il vous plaît. C'est pas juste. C'est moi qui fais la police du plateau. C'est pas juste. C'est moi qui donne la parole. Et je sais que vous êtes un panéliste discipliné. Merci. Je ne sais pas ce qui se passe pour que... Et un bénéficiaire de la ligne 94. Allez-y, maître. Alors, j'ai parlé de ligne 65, ligne 94, ligne 95. Chaque ligne correspond à un canevas bien défini. Les catastrophes ont leur ligne, à l'instar du lac Nyos. S'il y a inondation, c'est-à-dire c'est un fait imprévu, il y a une ligne qui a déjà été mise en place pour assurer. Qu'est-ce que cette ligne est devenue? Tes frères, bien, s'il vous plaît, vos API. Vous savez ce que vous faites
de ces lignes. Alors, ce qui se passe, je vais vous dire ce que j'ai vécu quand je discutais avec les Babana qui viennent de la zone de Danaï. L'autre me dit, maître, c'est bien pour nous. Ça permet à nos frères de ne pas venir souffrir ici sur les motos. Le village, il est vide. Pendant que nous pleurons, le pont de Danaï est cassé. Leurs frères qui sont ici disent, c'est bien, ça permet aux autres de rester au village. Alors, je dis à l'excellence Mounouna Futsu, l'esclavage de nos frères du Nord, développé, entretenu, sous le label de conducteur de moto, vous devez vous réunir dans le Grand Nord et stopper cela. Pourquoi vous citez le ministre Noumouna? Parce qu'il se bat. Je crois qu'il a cotisé quelque chose là pour faire quelque chose par rapport à ça. Je sais que c'est ça, ça part de crachat de l'oiseau, mais ça ne peut pas éteindre, ça ne peut pas effacer cette inondation. L'élite du Grand Nord a créé une version de l'esclavage du bas peuple du Grand Nord. Les sous-métiers qui étaient réalisés par certaines communautés. Chacun ici dehors a sa part de babana. Il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi vous indexez l'élite du Grand Nord? Pourtant, il me semble que ça devait être une préoccupation d'ordre national qui devait être prise en charge en même par l'État et qui devait peut-être faire attention à tous les fonds justement qui sont mobilisés dans le sens de la reconstruction et le développement de ces parties du pays. L'élite du Grand Ouest s'est réunie pour régler ce problème. L'élite du Grand Sud s'est réunie pour régler le problème de la structure. L'élite du Grand Est s'est réunie. L'élite du Grand Centre s'est réunie. L'élite du Grand Nord ne doit pas accoucher les esclaves. La couche des esclaves dans ce pays, qu'on appelle les Babana, il faut que ça s'arrête. Alors, réfléchissez, vous ne pouvez pas accoucher les Babana parce que vous êtes la fille intime de ce pouvoir qui ronge la République. Arrêtez. C'est toujours la réponse sur Glencore, j'ai l'impression. Alors maintenant, venons-en à la question de Glencore. C'est un procès qui est en cours. En droit, on ne commente pas. On laisse faire. SNH a d'abord dit, il n'y a jamais rien eu. Comme à l'époque, le président avait dit, où sont les preuves? On regarde. Moi, j'aime l'histoire. Je suis l'histoire. Je ne peux pas croire à ce que fait la SNH aujourd'hui, parce que quelques mois avant, la même SNH dit, il n'y a rien. Donc, j'attends de voir l'évolution. 3. SNH dit qu'il y a eu incompétence. Il n'y a jamais eu incompétence. Une structure, une juridiction incompétente ne rend pas de décision, mettant en liberté, ordonnant les cautionnements, fixant le cadre, fixant les dates d'audience. Cette juridiction ne s'est jamais prononcée sur l'incompétence. Elle a seulement géré de façon administrative ses chambres. Tout le monde sait que le 8 octobre, on sera là-bas. Alors une juridiction incompétente se prononce. Quand vous avez incompétence, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Celui qui aura compétence va statuer sur la forme et sur le fond. Alors, Serge, avant de donner la parole à Christian, ces insuffisances qu'on relève dans le communiqué de la SNH font dire à certains que la SNH ne joue pas à franc jeu. On a par exemple Maître Akere Mouna qui a relevé ces insuffisances dans le communiqué de la SNH, qui a indiqué par exemple que le tribunal s'est déclaré incompétent. Maître Akere Mouna dit que ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup d'autres choses qui donnent le sentiment que, selon certains observateurs, que la SNH ne joue pas franc jeu dans cette opération, n'est-ce pas, qui vise à faire éclater la vérité dans l'affaire Glencore. Bien. Merci pour cette question, Duval. Je voudrais préciser ici à l'attention ou à l'endroit de Maître Nguefak et de tous les téléspectateurs que Duval, j'ai reçu une invitation de vous. Ouais. C'est à ce titre que je suis ici. Vous ne pouvez donc pas dire que le RDPC envoie sur les plateaux des communicants qui viennent, n'est-ce pas, se moquer des populations de l'extrême nord. Faux. Je voudrais très rapidement vous faire comprendre que les lignes qui sont mises en place au ministère des Finances et, n'est-ce pas, sous l'égide du ministère de l'Économie, sont des lignes qui sont mises pour gérer des problèmes ponctuels, entre autres les problèmes d'immigration. Ils ne sont pas mis spécialement pour des problèmes de catastrophe.
Moi, j'ai bénéficié d'une ligne parce que j'avais un projet sur lequel je travaillais à financement conjoint, l'État du Cameroun, Union européenne. Il s'est avéré que l'État du Cameroun n'avait pas encore donné sa quote-part. L'Union européenne a exigé que le Cameroun donne sa quote-part. Cette quote-part est sortie de la ligne 94 et ça n'est pas donné du soleil à plusieurs d'autres Camerounais que moi. C'est à ça que peuvent servir ce genre de lignes. Donc ne venez pas sur les plateaux de télé parfois raconter des sujets que vous ne maîtrisez pas, maître, parce que vous voulez peut-être paraître important ou alors vous voulez tirer des flèches sur le gouvernement du Cameroun. Ça, c'était la pression que je voulais apporter. Maintenant, s'agissant de l'affaire Glencore, Duval, il faut d'abord préciser ici, ou alors dire aux Camerounais, c'est quoi même cette affaire Glencore? Il faut savoir qui est Glencore. Glencore, n'est-ce pas, c'est un acheteur de pétrole. Un trader. Un trader, oui, acheteur de pétrole, qui n'est pas seulement spécialisé dans le pétrole, qui fait beaucoup de choses dans les mines, dans le négoce, dans la diplomatie, ainsi de suite, qui vient acheter, c'est un acheteur, parce que le Cameroun est un pays producteur de pétrole brut. Je dis bien pétrole brut. Et le pétrole brut camerounais n'est pas comme le meilleur pétrole du monde, qui est le pétrole qu'on trouve dans la mer du Nord, c'est-à-dire dans les pays comme la Hollande, et ainsi de suite. Donc le pétrole camerounais pose beaucoup de problèmes dans son traitement. Il a des impurités. Il arrive donc qu'on lance un appel d'offres pour acheter le pétrole. On va vendre à qui? Le trader Glencore, comme d'autres traders qui ont souvent acheté le pétrole camerounais, décide donc d'être acheteur. Mais pour acheter, il veut l'acheter à un prix. Et pour l'acheter donc à ce prix, il essaye de trouver des arrangements. C'est pour ça qu'on parle de 7 milliards de frais de production de pots de vin de 2011 à peut-être 2018-2020. Oui, il y a eu pot de vin, ça c'est sûr. Maintenant, celui qui sort le communiqué, c'est l'ADG, l'administrateur directeur général de la SNH, qui ne participe pas aux appels d'offres. Il faut comprendre que la SNH a des administrateurs venus de la présidence, du premier ministère, du ministère des Finances, du ministère de l'eau et de l'énergie. Il est question, dans l'affaire Glencore, de corruption des fonctionnaires. L'ADG de la SNH n'est pas un fonctionnaire. C'est un magistrat qui dirige une grosse société et qui connaît ce que c'est que l'éthique et la déontologie dans le métier. Allez donc voir les qui siègent à la commission d'attribution des marchés ou bien qui assistent à la commission de sélection du trader. C'est les administrateurs qui peuvent venir de la présidence de la République, qui peuvent venir du Premier ministère ou du ministère de l'eau et de l'énergie. Donc la question c'est pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas de nom? Si véritablement l'ADG de la SNH a la volonté de faire éclater la vérité, est-ce que vous avez l'impression que la démarche qui est la sienne jusqu'ici permet effectivement qu'on sache ce qui s'est passé? La vérité sera connue et sera sûre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ADG ne participe pas. Regardez la communauté urbaine de Douala. Vous pensez que le maire Bassam-Diné assiste aux commissions de passation des marchés? Ce n'est pas le rôle d'un directeur général ou d'un ministre. Il a des gens pour ça. Donc, qu'est-ce qui n'est pas fait dans ce pays sous le dos du président Biya? Les gens vous disent que le président Biya a dit que le président demande de faire que le président Biya parfois ne peut rien dire. Donc, il y a des choses qui sont faites. Le secteur de l'exploitation pétrolière, c'est quand même un secteur de souveraineté. Ben oui, c'est un secteur de souveraineté. Et qui est délicat. Duval, l'État du Cameroun, à l'heure où nous parlons de cette affaire, pour 7 milliards de francs CFA, a perdu au bas mot 3 000 milliards. Parce que quand on achète votre carburant en décote, 30% moins, c'est-à-dire s'il fallait l'acheter à 100 francs, on l'achète à 70 francs. Et on n'a pas acheté à 70 francs sur 1 an, 2 ans, on l'a acheté sur presque 10 ans. Et vous savez que la SNH est le premier pourvoyeur de fonds dans le budget du Cameroun, dont le ministère des Finances lui-même doit se porter partie civile au nom du Cameroun ou des Camerounais pour réclamer le manque à gagner qui est issu, n'est-ce pas, de cette des pertes d'argent, si je peux le dire ainsi. Moi, je crois peut-être à la correspondance de l'ADG de la SNH, parce qu'il dit communiqué de presse du 10 septembre 2024. N'est-ce pas? Il dit bien, la SNH est déterminée à poursuivre et à faire condamner toutes les personnes impliquées dans l'affaire Glencore. C'est l'ADG qui l'écrit. Et je vous rappelle ici que lorsque vous venez, vous regardez les événements
qui se sont passées dernièrement où on a failli débarquer cet ADG, qui vous dit qu'il est déterminé à poursuivre. Et je vous rappelle que les administrateurs qui participent au conseil, qui participent à la commission d'attribution de ces marchés à Glencore, viennent de la présidence de la République, viennent du premier ministère, viennent du ministère de l'eau et de l'énergie. Allez donc regarder. Quand l'ADG vous dit qu'il est déterminé, on s'adresse à qui? C'est une balle qu'on renvoie à l'autre camp. Et moi, mon inquiétude, c'est que l'affaire Glencore soit le match retour de l'affaire Martinez-Zogo. Je m'arrête là. Moi, je ne vois pas le... Je comprends encore. Vous ne pouvez pas comprendre le lien. Est-ce que sur la question de la détermination vraiment de l'ADG, de faire connaître la vérité dans cette affaire, Maître Akerouna estime qu'il ne croit pas beaucoup à cette détermination annoncée de l'ADG de la SNH pour faire connaître la vérité. Bien au contraire, il pense même que la SNH serait de connivence avec Glencore. Oui, Duval, vous savez, la position de Maître Akerouna peut se comprendre parce que vous avez mentionné ça tout à l'heure. Il y a eu une évolution dans l'approche de traitement de cette affaire de la part de la SNH. Oui. Tout le monde se souvient qu'en 2022, le même administrateur directeur général a pris un communiqué pour dédouaner de toute responsabilité les différentes personnes de la SNH dans le cadre de ce problème. Et après la condamnation de Glencore par les autorités américaines, il y a eu un rétropédalage et on a commencé donc à assister à un certain nombre de sorties qui visent peut-être à reconnaître qu'il y a eu des choses. Parce qu'il y avait déjà eu des responsabilités établies. Tout à l'heure, on parle de pot de vin, mais il faut parler de corruption. Ce problème, c'est un problème de corruption. Et tout le monde sait que ce ne sont pas simplement les 7 milliards qui sont en cause et qu'il y a éventuellement des rétrocommissions qui ont certainement alimenté le circuit de traitement de cette affaire au sein de Glencore. La question qui se pose aujourd'hui, et vous l'avez posée, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à identifier les différents responsables et les différentes personnes qui sont impliquées dans ce problème? On nous a parlé tout à l'heure de la clause de l'anonymat ou alors la clause de confidentialité que Glencore avait par rapport à la SNH et un certain nombre d'acteurs pour ne pas dévoiler les personnes qui sont véritablement impliquées dans ce scandale. On va aller plus loin dans l'analyse. La plainte qui a été déposée au TCS, elle vise qui? Puisque la SNH a déposé une plainte. Je pense que pour déposer une plainte, il faut absolument viser des personnes ou essayer de rechercher des responsabilités. Et des allégations. Et des allégations. Donc, il faut qu'on nous donne tous les détails en rapport avec cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a une volonté de maintenir cette affaire dans une forme d'opacité. Je ne crois pas que tout est fait pour qu'on soit dans la manifestation de la vérité. Et cela pose un problème qui est un problème général. Au-delà de Glencore, c'est le problème de l'exploitation de nos ressources naturelles, le problème de l'exploitation des mines. Tout le monde sait que pour avoir une concession minière ici, on doit faire un certain nombre de choses. C'est devenu monnaie courante. Et le manque à gagner, c'est l'État du Cameroun, dont c'est les Camerounais. Ce n'est pas les différents... Ceux qui arrivent, les traders qui arrivent ici, comme il a dit, ils ne viennent pas ici pour permettre aux Camerounais de réaliser une plus-value. Ils viennent ici pour chercher à générer des profits. Et pour cela, il a parlé effectivement de cette décote qui nous permet de perdre beaucoup de milliards de francs sur une durée bien précise. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter qu'une poignée de personnes sacrifie l'intérêt de millions de Camerounais? Toujours cette course vers l'enrichissement illicite. On n'arrive pas à comprendre cette gloutonnerie que les amis de Kelbe ont à vouloir toujours tout détourner en leur propre faveur et au détriment des millions de Camerounais. Voilà une situation que nous venons de déplorer dans l'extrême nord. Où, malgré effectivement ces affabulations de filles aînées du renouveau ou je n'en sais rien, on vit encore dans l'extrême nord dans des conditions dignes d'une époque très très éloignée de celle à laquelle nous nous assistons. Donc moi je vais dire dans le cadre de cette affaire que ce que les Camerounais attendent, c'est que on identifie clairement toutes les personnes
qui ont conduit à ce que le pétrole camerounais soit vendu à un prix qui permettait que nous ayons un manque à gagner de milliers de milliards, alors que quelques personnes ont pu bénéficier des fruits de cette corruption endémique. Nous espérons que la procédure qui a cours en ce moment au niveau des tribunaux anglais permettra enfin, et notamment le 8 octobre, d'avoir quelques responsables qui seront cités et qui seront reconnus comme étant les complices de Glencore dans la corruption endémique qui concerne cette affaire au niveau de SNH et des autres institutions. Alors, Edmond Kamgia, le 8 octobre est jugement attendu, ou bien il n'y a pas grand-chose à attendre de cette affaire qui est ouverte devant les tribunaux londoniens? Il faut peut-être attendre les décisions du TCS. Ça peut être quoi la suite dans cette affaire Glencore? Bon, je pense que les décisions des tribunaux sont attendues, et notamment le changement de rythme ou de position, l'évolution de la position de la SNH donne matière à réflexion. Parce que dans son premier communiqué, on le soulignait, la SNH, par son administrateur directeur général, laissait entendre que les questions éthiques et déontologiques sont réglées en interne et qu'il ne voit pas dans quelle mesure des personnels de la SNH pourraient être impliqués dans cette affaire. C'était en novembre 2022. Oui. Et récemment, après un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu à la présidence, qui n'a pas pu se tenir dans les locaux habituels, on voit la réaction du même ADG de la SNH qui prend position de manière ferme par rapport à l'affaire Glencore en disant qu'il est déterminé, comme l'a dit tout à l'heure M. Kelbé, à ce que ceux qui sont impliqués dans la corruption soient poursuivis, y compris en interne au niveau du TCS. Maintenant, est-ce que les choses iront jusqu'au bout en ce qui concerne le TCS, Just West Sensi? Mais il faut savoir que Maître Akerimuna suit de façon très particulière cette affaire. Et à cette audience au tribunal de Westminster, il était présent, il a suivi les débats et il a dit qu'il se réserve le droit, le moment venu, de faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Oui, attendons de voir ce qui va se passer. Déjà, il faut que l'audience du 8 octobre ait lieu. Et ensuite, qu'on voit l'impact de la décision, si une décision est prise à ce moment-là. Et surtout, s'il y a divulgation des noms des Camerounais concernés. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a une opacité dans une telle affaire et qu'au Cameroun, les instances habilitées à faire ce travail ne le fassent pas. On pourrait, dans un pays normal, obtenir, à partir des députés, des parlementaires, une commission d'enquête sur cette affaire. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas mouvement à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour qu'il y ait une commission d'enquête. Eux qui disent sur cette question. Qui parlent de la République des scandales. Oui. Voilà. Et c'est vrai. La DNH parlait de la République des scandales. Raison de plus pour engager une commission d'enquête sur cette question particulière. Alors, les responsables de Glencore incriminés sont déjà identifiés. Ils sont prêts même à payer. Oui, ils sont prêts à payer. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas avoir des responsables qui sont... Glencore, n'est-ce pas, géant des mines et du négoce des matières premières, a accepté sa culpabilité pour les faits de corruption dans les pays africains et en Amérique latine. Alors cette affaire, c'est une opportunité pour gagner de l'argent. Alors cette affaire Glencore et ces multiples scandales ont un impact sur l'image du Cameroun à l'extérieur. Heureusement que nous avons également des Camerounais, n'est-ce pas, qui sont bien cotés sur la scène internationale et qui occupent des fonctions importantes. Et le cas le plus récent, bien évidemment, c'est celui de Philémon Yan, l'ancien Premier ministre du Cameroun, qui vient d'être élu par acclamation comme président de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a prêté serment cette semaine, Edmond Kamgia, et au cours de cette première prise de parole en tant que patron de cette institution, il a insisté sur la question. Il a dit que la pierre angulaire de son mandat, ce sera l'unité dans la diversité, mais il a également indiqué qu'il a énuméré des problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui: changement climatique, conflit, violence armée, du Soudan à Haïti, de la bande de Gaza à l'Ukraine, la faim, la pauvreté, etc. Et il dit: nous devons lancer un appel à l'action pour relever tous ces défis en nous appuyant sur la charte de l'ONU. Et quand on parle de la charte de l'ONU, on parle bien sûr des textes et des lois.
Mais alors, à regarder le comportement de notre pays, le Cameroun, notamment sur la question des droits de l'homme, est-ce que cela ne pourrait pas rendre inconfortable un tout petit peu le mandat de Philémon Yan? J'implore la magnanimité de la réalisation de nous accorder quelques minutes pour faire rapidement un tour de table sur cette question en rapport avec l'accession de Philémon Yan comme président de l'Assemblée. La régie, s'il vous plaît, quelques minutes, et puis avant de boucler cette émission, Edmond, rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est une visibilité très importante pour le Cameroun et l'Afrique en général, avec la présence, l'élection par acclamation et l'entrée en fonction le 10 septembre dernier, n'est-ce pas, de notre ancien Premier ministre Yan Philémon. Parce que c'est une opportunité pour l'Afrique, parce qu'il a été mis en avant par le groupe africain, c'était le tour de l'Afrique, et l'Afrique, tous les pays africains ont donné son assentiment pour le Cameroun, pour que le Cameroun joue son rôle. Donc c'est une visibilité qui est pleine d'enjeux pour le Cameroun et l'Afrique en particulier, parce que, voyez-vous, tous les thèmes que vous avez cités là, ça concerne l'Afrique aussi, ça concerne le Cameroun, parce que quand vous parlez de la Charte des Nations Unies, elles sont basées sur, la Charte met l'accent sur deux choses, la paix et la sécurité internationale. Et dans les attributions de l'Assemblée générale dont Yan Philémon est le président, il faut noter que l'Assemblée générale, c'est l'un des 6 organes principaux de cette institution. Et l'Assemblée générale, c'est elle qui consulte, c'est elle qui est consultée, organe consultatif, il faut le rappeler, pour les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité. L'Assemblée générale formule les recommandations aux États, examine et approuve le budget de l'ONU, élit les membres non permanents du Conseil de sécurité et les membres d'autres organes et conseils de l'ONU. Ça me permettra de vous parler tout à l'heure du Conseil des droits de l'homme, pour lequel le Cameroun, à travers son ministre des Affaires étrangères, s'est porté garant à Genève, lors de l'un des derniers examens périodiques, de revisiter la loi portant à répression des actes terroristes. Pourquoi on ne confonde plus le terroriste avec l'homme politique, avec le membre de la société civile? Un engagement par le ministre de la société civile. Oui, qu'on va revisiter cette loi pour que plus jamais on ne confonde homme politique, terroriste et agent de la société civile. Pour que les citoyens libres, les membres de la société civile, les hommes qui ne sont pas armés ne puissent plus être jugés devant les tribunaux militaires pour les faits pour lesquels on retrouve aujourd'hui des militants des formations politiques en prison, condamnés pour les gens à 5 ans, 7 ans. Du MRC. Non, en particulier, ça il faut le dire. C'est pour dire qu'il est important que le Cameroun respecte tous ses engagements à l'international pour permettre de mener un mandat paisible, moins gênant, moins en 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. Ouais. Le lobbying que nous faisons, que le Cameroun fait sur le plan international, m'intéresse, mais il est dilué par la bonne gouvernance en interne. Une victoire du RDPC. Ça ne sert à rien de paraître beau dehors, alors qu'à l'intérieur, tout est noir. Je préfère une politique comme celle de Donald Trump. US before. Il faut d'abord que l'intérieur soit propre. Et parlant de la propreté, je vais revenir, donnez-moi juste les dernières secondes. Mon ami et frère, c'est Jean-Henri Kebé, il est dans la dilution du débat. Vous savez bien que depuis le lac Nyos, l'État a ouvert des dotations, parmi lesquelles celles qui vous intéressent vous particulièrement, comme vous aimez bien parler de vous, la 94, mais pour gérer les catastrophes. Ce n'est pas une main levée, ce n'est pas une magnanimité du chef de l'État. Il y a des comptes faits pour cela. Très bien. Donc, je conclus. Le dernier point, c'est qu'il a dénigré le pétrole camerounais. Je dis non. Le pétrole camerounais, il est comme la banane camerounaise. Il est comme le cacao camerounais. Non, il est comme le café. À preuve. C'est le Brent. Il n'y a pas meilleur pétrole que celui-là. Aucun trader n'a refusé d'acheter le pétrole camerounais. Merci. Écoutez, Christian Massoma, s'il vous plaît. Oui, moi je voudrais dire un petit mot par rapport à cela, pour dire que nos attentes sont très fortes par rapport à la présidence de Philémon Yan à l'Assemblée générale, notamment nous au MRC. Parce que nous continuons à dire que concernant l'incarcération
de nos militants. Concernant le groupe de travail des Nations Unies, Oui. qui a rendu un avis que l'État du Cameroun refuse d'appliquer jusqu'aujourd'hui, on attend beaucoup de sa présidence en tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies pour son mandat. Donc il faudrait que les questions liées à la gouvernance, aux droits de l'homme, les questions pour lesquelles notre pays s'est engagé, que lui qui est notre vitrine aujourd'hui, au sein du concert des nations, qu'il puisse prendre des engagements et des positions fortes en faveur de l'amélioration de la gouvernance dans son propre pays. Oui, une seconde. merci. Très rapidement, je voulais dire que le Cameroun n'avait pas meilleur profil que M. Yan Philémon. Oui. Franchement. Oui. C'est un monsieur que j'ai connu en 2002 à Ottawa comme au commissaire du Cameroun, à l'ambassade à Ottawa. Un monsieur d'une très très grande écoute. Deuxième fois que je le rencontre, Premier ministre, il dirige le Cameroun Business Forum ici, en février, je crois que c'était le 12 février 2018 ou 2016. À l'occasion, franchement, vous vous rendez compte que c'est un vieux collaborateur du chef de l'État. Depuis 1975, il est dans la gestion des affaires de ce pays. Un magistrat aussi, comme l'ADG de la SNH. Donc le Cameroun, pour avoir, n'est-ce pas, marqué cette diplomatie, a le meilleur profil qui était M. Yan Philémon, qui est déjà un diplomate, qui est un magistrat pour des questions de droits de l'homme, qui est un fonctionnaire parce qu'il est allé à l'AT. Et je pense que son travail là-bas, il faut comprendre que le président, c'est juste un an. Hein. C'est pas un secrétaire général qui a un mandat de 5 ans. Donc, ces 1 an seront largement occupés et préoccupés pour lui, pour des questions propres d'abord dans son propre pays. Merci.